Les Français ont donc choisi hier leur champion pour le deuxième tour des présidentielles. Tout a été dit sur le sujet, je n'y reviendrai donc pas. En revanche, je voudrais faire un petit point sur le vote dit Cato. Il est habituel de dire qu'au premier tour d'une élection présidentielle, l'on vote pour ses convictions et qu'au second tour, l'on vote pour celui qui semble être le meilleur des deux candidats. Ainsi, il est tout à fait possible de connaître les convictions réelles de groupes d'électeurs déterminés grâce au premier tour. Intéressons-nous ce soir à ce groupe des électeurs cathos. A priori, le monde catholique a dû voter hier sans le moindre état d'âme pour le ou les candidats qui le défendent le mieux. Et là, malheureusement, il nous faut déchanter. Un sondage tout récent nous indiquait que la moitié des catholiques pratiquants, soit environ 2% du corps électoral. Oui, il reste encore quelques catholiques pratiquants, ne riez pas. Donc, environ la moitié des catholiques pratiquants allaient voter Macron ou Pécresse dans la joie et la bonne humeur. Ainsi, la moitié des catholiques pratiquants ont dû voter hier, soit pour celui qui détruit méthodiquement la famille et promeut fanatiquement l'avortement d'ailleurs, soit pour celle qui indique que la mortifère idéologie LGBT fait partie de son ADN. C'est à s'arracher un par un tous les poils des mollets. Soyons clairs, la moitié de ces catholiques pratiquants suit en fait les consignes données par la hiérarchie catholique, nationale ou vaticane. Bigre de bougre, mais cette situation est aussi invraisemblable qu'un sondage indiquant que les électeurs communistes, pour la moitié d'entre eux, assistent tous les matins à la messe en latin. Je compléterai ce sondage par 3 données complémentaires qui glacent le sang. Un jeune homme de 16 ans, élève de première d'un établissement catholique de grande réputation, me disait il y a quelques jours que seuls 3 élèves de sa classe suivaient Zemmour ou Le Pen, l'immense majorité suivant aveuglément Macron et une minorité s'affichant soutien de Pécresse. Autre donnée, un jeune actif, dont toute la famille élargie se dit très catholique, avouait il y a quelques jours que la totalité de sa grande famille très catholique avait voté Macron en 2017 et qu'une grande partie de sa grande famille très catholique allait voter Macron ou Pécresse en 2022. Dernière anecdote. La très catholique école des Bourdonnais de la très catholique ville de Versailles ne voit pas d'objection particulière à inscrire dans son établissement une petite fille dont le père et la mère sont un homme et un homme, le tout avec la bénédiction du clergé local, évidemment. Cela dit, le fer de lance de la résistance du monde catholique, notamment constitué d'un noyau solide de catholiques dits traditionalistes, ne baisse pas les bras et ne baissera jamais les bras. Un seul exemple, une vidéo qui a été très regardée montrait un prêtre qui, pendant son sermon, n'a pas hésité à employer un certain nombre de fois le mot « reconquête » en ponctuant de nombreuses phrases d'un « ben voyons » très significatif. À tous les catholiques mous qui s'apprêtent à élire dans 15 jours l'un de ceux qui veulent les détruire, le monde de la résistance ne peut que dire, comme le disait Hugo Frey dans une de ses chansons, « Debout les gares, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup ». Espérons que ces cathos mous en mettront un grand coup dans 2 semaines en chassant Macronor, Terminator, Dictator, une bonne fois pour toutes. Je vous souhaite une excellente soirée. Tout, ou à peu près tout, t'est dit 24 heures sur 24 sur le diable Poutine, sur le tortionnaire Poutine, sur le dictateur Poutine, sur le monstre Poutine, à grand renfort d'images d'immeubles bombardés ou de civils tués. Sur les causes de la guerre, sur la réalité de cette guerre, sur les grandes responsabilités des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne dans cette guerre, rien ou à peu près rien n'est dit. Quant à Zelensky, la seule question qui se pose est de savoir à quelle date il sera sanctifié après avoir évidemment reçu le prix Nobel de la paix.
Et ne parlons surtout pas, entre autres choses, de la guerre implacable que livrent l'OTAN et ses alliés au Yémen du Sud en ce moment, guerre qui a déjà provoqué en quelques années la mort d'environ 400 000 personnes, rien que ça. Au fait, une chose n'est à peu près jamais évoquée par le système politico-médiatique mondial, peut-être parce qu'il ne comprend rien à cette chose-là. Il s'agit de la décision de Vladimir Poutine de revenir à l'étalon or. Faisons un petit pas en arrière. Tout au long des années 60, les États-Unis, déjà eux, empêtrés dans la guerre du Vietnam, commencent à développer des déficits publics abyssaux, mécaniquement suivis par une envolée de leur dette publique. Le tout est gaillardement financé par la planche à billets. Or, le dollar est accroché à l'or. Petit problème technique, la masse des dollars en circulation explose, mais le stock d'or n'augmente guère. Comment régler ce problème épineux qui peut mettre en péril la suprématie mondiale du dollar? Eh bien, cela est très simple et sera réglé comme par hasard un 15 août, en plein été, pendant que tout le monde bronze à la plage. D'un trait de plume, Richard Nixon, alors président des États-Unis, supprime le lien entre le dollar et l'or d'un trait de plume. L'étalon or n'existe plus aux États-Unis comme dans le reste du monde. Et du coup, les déficits peuvent se multiplier et les planches à billets peuvent tourner à plein régime. Plus rien ne peut s'y opposer. D'où les déficits publics inouïs qui s'affichent actuellement partout dans le monde. Oui, mais c'était compté sans Vladimir Poutine. Le président russe comprend dès l'an 2000 que la révolution financière opérée par Richard Nixon est une aberration. Il donne comme consigne aux dirigeants russes de reconstituer un stock d'or conséquent, ce qui fut fait. En l'an 2000, la Russie possédait 500 tonnes d'or. En 2022, elle en possède 2300. La Russie se hisse ainsi à la 5e place mondiale concernant la détention de stocks d'or. Seconde étape, qui était tout à fait prévisible, le président russe vient d'accrocher sa monnaie nationale, le rouble, à l'or. L'étalon or est de retour. Cette décision est absolument révolutionnaire et peut révolutionner les finances mondiales futures si celles-ci retrouvaient l'obligation de s'adosser sur un métal précieux et non sur du vent comme aujourd'hui. Soyons certains que les mondialistes, partisans du vent beaucoup plus que partisans de l'or, feront tout pour s'opposer au retour de l'étalon or. Je vous souhaite une très bonne soirée. La France entière, le monde entier, les galaxies interplanétaires se sont mises en branle pour condamner ce qui restera dans l'histoire du monde une ignominie absolue. Pendant le grand meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro, l'on a pu entendre fuser des Macron assassins. L'on a évidemment touché ce jour-là à l'horreur la plus absolue et les grands médias du système ont eu parfaitement raison de ne parler que de cela. 100 000 personnes enthousiastes et motivées, un Zemmour au mieux de sa forme, un meeting objectivement très réussi, baliverne que tout cela. Seul comptait pour les médias du système les quelques secondes pendant lesquelles il a été entendu Macron assassin. Ces quelques secondes montrant à quel point le fascisme était aux portes de la France. D'ailleurs, l'excellent journal Le Figaro ne s'y est pas trompé, puisqu'il a consacré une page entière sur le problème fondamental de savoir comment attaquer en justice les épouvantables fous furieux ayant osé crier « Macron, assassin ». Or, il se trouve qu'un téléspectateur de TV Liberté a bien voulu m'écrire un billet tout à fait intéressant sur cette affaire, posant clairement la question « Dans les faits, Macron est-il un assassin ?» Ce téléspectateur développe un raisonnement que je voudrais vous livrer car il mérite réflexion.
Chacun se souvient de l'épouvantable affaire Vincent Lambert, du nom de cet homme que l'hôpital et la justice ont condamné à une mort horrible consistant à lui supprimer toute boisson et toute nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les parents de Vincent voulaient récupérer leur enfant pour s'en occuper. Un cordon de policiers a été mis en place pour interdire tout transfert du malade. Parlons très simplement, Vincent Lambert a été assassiné. Or, Macronor Terminator a été saisi de cette affaire par les parents de Vincent et tel Ponce Pilate a refusé de se mêler de cette affaire. Ainsi, il s'est révélé être complice d'un assassinat. Prenons un exemple simple. Une personne se fait égorger devant moi et je croise les bras pour regarder le spectacle. Parlons simplement, je suis complice d'un assassinat et je ne serais pas du tout choqué si des personnes criaient « Lochner, assassin ». Un autre téléspectateur au même moment m'écrivait pour m'évoquer les milliers de personnes âgées que l'on a refusé de soigner lorsqu'elles ont attrapé le Covid et qui en sont mortes. Le professeur Raoult a travaillé sur des statistiques de 2020 et a prouvé scientifiquement que la moitié des personnes de plus de 60 ans qui sont mortes du Covid seraient encore en vie si elles avaient été soignées dès le départ. Or, n'est-ce pas Macronor Terminator qui a pris l'ultime décision de ne pas les soigner ? Je remercie ces téléspectateurs de TV Liberté de m'avoir livré leurs analyses que je trouve vraiment intéressantes, qui méritent réflexion et qui aboutissent à ne pas nous faire pleurer si l'on entend par-ci par-là des formules du genre « Macron assassin », formules qui n'empêchent pas le soleil de se lever le matin à l'est et de se coucher le soir à l'ouest. Non mais quand même, faut pas pousser mamie dans les orties. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moussa Darmarien se morfondait, dépressait, tournait dans son bureau en se frappant la tête contre les murs et se posait en boucle la question lancinante et si importante « Comment pourrais-je égaler Napoléon Pellatarte ?» Non, plutôt Napoléon Bonaparte, je crois. Et soudain, par une grâce du ciel, n'en doutons pas, la bataille de Toulouse, qu'il a remportée victorieusement et triomphalement, a définitivement effacé la victoire d'Austerlitz. Il y a quelques jours, en effet, la merveilleuse cathédrale Saint-Étienne de Toulouse a subi les assauts d'un taré pathétique, déposant au pied de l'autel un colis suspect. Branle-bas de combat général, les forces de l'ordre et autres démineurs bouclent le quartier et déminent le colis suspect. Victoire extraordinaire, saluée par Moussa Darmarien par un tweet retentissant. Je le cite dans le texte. Grâce à l'intervention rapide des services de déminage, opération de police terminée à Toulouse. Aucune victime, merci aux agents. Disons-le clairement. Que les forces de l'ordre et les démineurs aient bouclé le quartier pour appréhender un taré pathétique et qu'ils aient opéré au déminage d'un colis suspect est un exploit sans précédent qui éclipse non seulement l'extraordinaire victoire d'Austerlitz, mais aussi la campagne fulgurante d'Alexandre le Grand. Dieu merci, merci mon Dieu, notre nouveau Napoléon n'est pas tombé dans le piège d'un tweet qui aurait pu paraître abracadabrantesque, parce qu'il aurait dit la vérité, du genre « Tentative d'attentat pendant une messe dans la cathédrale de Toulouse ». Exceptionnel courage du sacristain qui a tenté de maîtriser l'individu. Exceptionnel courage du prêtre et des paroissiens qui sont restés parfaitement calmes. Les forces de l'ordre vont tenter de retrouver l'individu. Un tel tweet qui décrit toute la vérité, aurait été totalement déplacé, puisqu'à l'évidence, la cathédrale de Toulouse n'a pas à être mentionnée. La religion catholique n'a pas à être mentionnée. Le courage du sacristain et des paroissiens n'ont pas à être mentionnés. En revanche, que des dizaines et des dizaines de policiers et autres démineurs qui n'ont strictement rien à craindre dans cette opération soient mis en avant était important et fondamental. Pendant que je concoctais dans ma tête cette puissante chronique, mon portable a sonné
C'était Tata Gertrude. Elle était remontée comme un petit réveil et je pense qu'elle aurait giflé Darmarien si elle l'avait rencontré dans la rue. « Mon petit gars, qu'elle me dit la Tata, est-ce que tu sais que le même jour que cette affaire de Toulouse, il y avait plusieurs fusillades dans plusieurs villes de France sans qu'il y ait le moindre policier ou gendarme à l'horizon? Tiens, imagine que je rentre dans une mosquée et que je dépose un colis dans lequel il y aurait 30 tranches de jambon halal. Tu peux être sûr que je serais condamné à plusieurs années de prison, que Moussa Darmarien se déplacerait immédiatement dans cette mosquée avec ses policiers, ses gendarmes et ses gardes du corps à grand renfort d'hélicoptères et d'avions et passerait de plateau de télévision en plateau de télévision pour dénoncer l'ignoble islamophobie des franchouillards fascistes. J'ai calmé la Tata car je n'ai aucune envie de passer ma vie à aller la voir à la prison de la Santé. Et j'ai vraiment besoin d'elle comme conseiller politique tant ses idées sont toujours lumineuses. On peut le dire, tant que nous aurons des tatas comme cela, la France ne mourra pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous souvenez-vous de la chanson tendrement mélancolique du regretté Georges Brassens « Pauvre Martin, pauvre misère ». Nous pouvons maintenant fredonner « Pauvre LR, pauvre misère ». Et parce que je dois avoir un fond profondément méchant et profondément insupportable, cette misère des LR me transporte au 7e ciel. Pourquoi se réjouir du malheur des autres? Ça n'est vraiment pas bien, ça n'est vraiment pas chrétien et le pape François va me taper sur les doigts. Et pourtant, cette mort en sursis du parti LR me remplit d'une joie féroce et incompressible, ce qui est franchement nul. Reprenons nos esprits et soyons objectivement analytiques, comme l'est toujours votre chroniqueur préféré autoproclamé. Lorsque Chirac devient président de la République après 14 ans de mitterrandisme, la France conservatrice trépigne de joie. Elle a enfin trouvé son homme qui va pouvoir s'appuyer sur un parti souverainiste, le RPR. En fait d'homme providentiel, notre Jaco national, en véritable roi fainéant, laissera la France dégringoler en prenant toutes les mesures qu'il ne fallait pas prendre, en dépeçant par exemple goulûment notre cher vieux pays, au profit d'une Union européenne technocratique déconnectée, ou en acceptant les yeux fermés l'abandon si symbolique et si anti-économique de notre monnaie nationale. Surgit alors Nicolas Sarkozy, qui sort de sa boîte tel un diable, qui a transformé le RPR en UMP et se fait élire en 2007 pour casser mai 68, pour carchériser la gauche, pour être un véritable homme de droite. À peine élu, il se rapproche de la gauche à la vitesse du TGV et la France sort lessivée de son quinquennat pour s'abandonner aux joies du hollandisme débilitant. Emmanuel Macron émerge brutalement en 2016-2017, fait des guilis-guilis partout aux électeurs de droite, enserre dans son filet le parti Les Républicains et déconstruit vigoureusement la France pendant 5 ans, sans aucune opposition claire et nette de ce fameux parti Les Républicains, censé représenter l'opposition de droite, mais qui ne s'oppose à peu près sur rien. Arrive l'élection de 2022, mais cette fois-là, les Français ont compris que le parti Les Républicains est un danger absolu pour la France, puisqu'il dit tout et le contraire de tout, et est donc illisible. Preuve en est qu'il élit pour le représenter à la présidentielle la plus immense girouette que l'on puisse imaginer. Valérie la traîtresse, qui dit incarner la France conservatrice alors qu'elle fait en même temps des guilis-guilis partout aux macronistes, voire même aux islamo-gauchistes. Ce que le parti républicain, désormais moribond, aurait dû comprendre depuis un quart de siècle, c'est que lorsque l'on ment pendant 25 ans, la probabilité que vos interlocuteurs s'en rendent compte un jour est très grande. Si d'aventure les républicains tentaient d'échapper à la mort et tentaient de se remettre en selle, quelques doses de vaccin Pfizer pourraient utilement régler définitivement le problème.
Et comme je suis profondément méchant, j'avoue que les problèmes financiers du parti Les Républicains et de sa présidente ne me consternent pas vraiment, et même au contraire. Il paraît que le jour de ma naissance, tante Gertrude avait dit à ma maman « Regarde les yeux de ce petit gars, il a déjà l'air vicieux en diable et terriblement méchant. Celui-là, il se réjouira du malheur des gens. Ça promet pour la suite. » Eh bien, reconnaissons-le, oui, elle ne s'est pas trompée, la Gertrude. Je vous souhaite une très bonne soirée.